Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Asus PhonePad. L'Asus PhonePad qui est, autant le dire tout de suite, on va le catégoriser, qui est donc un phablet. Et ça n'est pas n'importe lequel, puisque vous pensiez que les phablettes de 5 pouces étaient grands, vous pensiez que les 6 pouces étaient trop grands, et bien sachez qu'ici on est sur un Asus PhonePad qui fait 7 pouces de diagonale. Donc c'est un très grand phablet. On est donc à la limite finalement, véritablement à la limite maximale du smartphone et de la tablette compacte. Alors justement, pour vous donner une petite idée de ce que ça donne en encombrement, eh bien regardez, ici je confronte ça avec un Nexus 4, écran de 4,7 pouces qui déjà en 2012 était jugé comme étant convenable, pas trop grand mais convenable. Donc 4,7 pouces. 7 pouces, vous voyez tout de suite la différence. On est donc effectivement avec l'Asus PhonePad sur un véritable phablet XXL. Alors, on va le voir tout au long de cette vidéo, cet écran XXL, c'est peut-être sa force, c'est peut-être aussi sa faiblesse. Mais justement, tout ça, on le détaillera tout au long de cette fameuse vidéo de test. Donc, vidéo de test qui fait suite à la vidéo de déballage, au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, la tablette dans un premier aperçu, et bien évidemment les accessoires qui sont fournis avec. Donc, si vous voulez savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec l'Asus PhonePad, n'hésitez pas à regarder la vidéo de déballage. Alors aujourd'hui on est sur la vidéo de test puisqu'on va tout simplement s'attarder sur la tablette, on va vraiment rentrer dans le détail, on va regarder ce à quoi elle ressemble et on va notamment s'attarder sur celle-ci au cours de, sur deux grandes parties, c'est-à-dire que la vidéo va être découpée en deux grandes parties, classiques chez Top for Phone, et c'est ce qui va nous permettre justement de rentrer dans le détail. Alors première partie, c'est le matériel. On va tout simplement s'attarder sur l'esthétique de la tablette, bien sûr, son ergonomie, son encombrement, mais plus particulièrement ses composants, à savoir ses spécifications techniques, notamment en termes de vélocité, de performance et de connectivité. Donc ça c'est la première partie, c'est le matériel. La deuxième partie, grand classique chez Top for Phone encore une fois de plus, c'est le système d'exploitation, l'éventuelle surcouche graphique, et je vous rassure, il y en a une, vous l'avez peut-être déjà remarqué, l'usage même que l'on peut avoir de cette tablette, et finalement voilà, tout ça c'est le logiciel, l'usage de la tablette, ou plus précisément l'usage de ce phablet. Vous voyez, tout au long de cette vidéo, je sens que je vais me tromper entre téléphone, phablet, smartphone, tablette. Tous ces termes finalement sont des termes qui sont ultra applicables à ce fameux phablet, mais je pense que voilà, je vais m'emmêler les pinceaux tout au long de la vidéo. Alors, l'Asus PhonePad, tout simplement, on va faire le tour du propriétaire et on va regarder ce à quoi elle ressemble. Donc c'est la première partie de la première partie, l'esthétique et donc l'ergonomie de ce phablet. Alors ce phablet, pour être très factuel, vous l'avez vu, je vous l'ai montré en confrontation avec un Nexus 4, donc je le rappelle, je remontre ce à quoi ça ressemble justement en termes de différence de taille. Donc voici le Nexus 4. Donc on est sur un encombrement qui n'est pas du tout le même, ça vous l'aurez remarqué. Donc ça c'était juste pour vous resituer un petit peu l'encombrement justement de ce PhonePad. Maintenant en termes de dimension, parce qu'on va être un petit peu plus factuel que de vous dire que c'est grand, mais c'est grand à quel niveau? Donc c'est une longueur de 19,6 cm, 12 cm de large et un tout petit peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Pour être précis, c'est 1,04 cm d'épaisseur. Bon, finalement ça fait 1 cm. Arrondissons, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. Donc on est sur effectivement un phablet, grande taille, qui est à la limite finalement de l'univers de la tablette, puisque finalement il y a des tablettes compactes qui font 7 pouces aussi. Donc on est sur une tablette compacte qui téléphone ou un smartphone qui est doté d'un écran XXL. Donc on est vraiment dans ces deux univers. Et puis finalement, vous l'avez bien compris, une tablette compacte, ça s'utilise à deux mains, c'est-à-dire qu'il y en a une qui la tient et l'autre qui l'utilise comme ça. Ça, c'est l'utilisation qu'on peut avoir d'une tablette compacte. C'est exactement ce genre d'utilisation, ce genre de prise en main que vous allez avoir du fameux PhonePad, à savoir donc une main lorsque vous l'utilisez en portrait et l'autre main pour justement scroller, pour utiliser l'écran tactile. Et lorsque vous êtes en mode paysage, eh bien vous allez tout simplement l'utiliser de cette manière-là. Voilà donc le type de prise en main du PhonePad. Phablet XXL. Alors, je vous ai donné les dimensions, je vous ai donné la notion de la prise en main. Je vais tout simplement aussi vous donner l'idée du poids. On est sur quelque chose qui est conséquent sans être aberrant non plus, puisqu'on est sur une tablette compacte, je le rappelle, phablet, donc tablette communicante. On est sur 340 grammes. Alors, oui, ça a l'air conséquent comme ça. C'est sûr que si on ramène ça au poids moyen d'un smartphone qui est d'environ 150 grammes, c'est sûr qu'on est à plus de 2 fois le poids d'un smartphone. D'un autre côté, on est sur plus qu'un smartphone. Donc 340 grammes, ça reste dans la bonne moyenne des tablettes compactes. C'est normal. Alors maintenant, on va faire le petit tour du propriétaire. On va voir ce à quoi ressemble le PhonePad. Alors sur sa face avant, on a un écran de 7 pouces. Logique, c'est ce que je vous dis depuis le début. Bel écran quand même, belle diagonale. Donc au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur, une caméra frontale et un capteur de luminosité, puisque
cette tablette gère sa luminosité en automatique si vous le souhaitez. Pour le coup, au niveau de cette vidéo, j'ai désactivé le mode automatique et j'ai mis la luminosité à 50%, comme toujours, comme dans tous les tests. En dessous de l'écran, on remarque uniquement le marquage Asus, tout simplement parce que les boutons ou les touches sensitives sont intégrées à l'écran, elles deviennent tactiles. Donc on en a 4 d'ailleurs pour info, vous l'aurez remarqué. On a donc le retour, l'accueil, pardon, j'allais dire la home en anglais, donc l'accueil, et le multitâche, à savoir qu'on a aussi donc cette petite 4e touche qui nous permet tout simplement d'avoir un menu raccourci ou un sous-menu, des raccourcis supplémentaires qui sont ultra paramétrables, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée justement de ce fameux design sur la face avant. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on continue, sur le côté gauche, on a un bouton de contrôle de volume plus-moins, un bouton on-off. A noter que les boutons sont extrêmement bien placés, c'est solide, ça fait pas de chip, donc c'est vraiment, il y a la qualité de fabrication, mais on va revenir sur cette notion aussi, mais Asus c'est une marque qui a le souci du détail et de la qualité de fabrication. Alors sur le dessus, on remarque ici un petit bloc qui n'est pas de la même couleur qu'au dos, vous l'aurez remarqué, et qui peut se retirer, comme je vais le faire d'ici quelques instants. L'entrée micro secondaire est placée ici. Sur le côté droit de la tablette, phablette, smartphone, on n'a absolument rien. Et sur le bas, on a l'entrée micro primaire, le jack 3.5 et le connecteur micro USB qui d'ailleurs, pour information, fait guise aussi d'USB on the go, c'est-à-dire que vous pouvez très bien brancher un adaptateur et vous servir d'ici de ce port micro USB comme USB on the go, c'est-à-dire brancher une clé USB par exemple. C'est une utilisation du USB on the go. Alors, on remarquera sur le dos de l'appareil un marquage Intel Inside parce que le processeur est un Intel, plein de petits logos, normes CE, etc. Ok. Le marquage Asus qui est cette fois-ci en relief, en tout cas qui est gravé dans la masse, qui est vraiment enfoncé. Et le haut-parleur qui présente la particularité de ne pas être sous le phablette, mais dans l'arrondi, ce qui est bien, puisque lorsque vous allez coller justement ce phablette sur une table, eh bien, le fait qu'il soit dans l'arrondi fait que le son n'est pas trop étouffé, donc c'est vraiment une bonne note. Alors dans tout ça, vous aurez remarqué une chose, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de caméra arrière, il n'y a pas d'appareil photo principal dorsal, il n'y a que la caméra frontale. En fait, il faut savoir que la version européenne que nous avons, donc chers Européens, donc notamment en France, est dénuée de cet appareil photo qui pourtant est présent sur la version asiatique. Allez comprendre, donc il y a quelques petites différences entre la version asiatique et la version européenne. La version asiatique est un tout petit peu mieux équipée, c'est-à-dire qu'elle a un capteur photo arrière et un processeur qui peut peut-être être un peu plus puissant. Pour le coup, je n'ai pas pu le tester la version asiatique, donc je ne peux pas me permettre de vous le dire, mais voilà, je suppute que la version asiatique est un petit peu plus véloce. Donc voilà les deux différences principales aussi avec cette version européenne et notamment commercialisée en France. Alors, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il est possible de retirer le haut de ce fameux phablette, j'allais dire tablette, mais de ce fameux phablette. Vous voyez, je m'en mêle les pinceaux, hein, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo. Donc on peut retirer très facilement ce cache, et ce cache permet ni plus ni moins que d'accéder à deux choses. L'emplacement de la carte micro SIM et l'emplacement de la carte micro SD qui n'est pas fourni avec la tablette, j'entends, avec ce phablette. Donc voilà, ça c'est tout simplement pour vous montrer les emplacements. Alors petite particularité, juste je me permets cette petite parenthèse, l'opérateur que j'utilise pour les tests, vous le savez déjà, est Pritel, donc notre opérateur partenaire Pritel, que je remercie encore une fois de plus pour nous permettre d'accéder à ces services téléphoniques lors de nos tests. Donc c'est avec les services de Pritel que nous testons les tablettes, les phablettes, les smartphones. Et je vais me permettre tout simplement de laisser à Pritel la parole pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel justement d'être de nouveau, je me permets de le répéter, notre partenaire. Donc notre partenaire qui nous permet de tester justement tous les téléphones, phablettes, tablettes et autres avec ces services téléphoniques, ce qui nous permet d'aller plus loin au niveau du test, d'aller vraiment dans le détail et de vérifier aussi que les appareils que nous testons soient de bons appareils en termes de connectivité, en termes d'accroche réseau. Et c'est le cas justement avec le PhonePad que nous testons aujourd'hui. Alors poursuivons justement ce petit test. Alors on a fait le tour du propriétaire, on a regardé à quoi ressemblait ce fameux phablette de 7 pouces. Et bien poursuivons notamment avec l'image et le son.
Alors, je me rends compte qu'avant d'arriver à l'image et le son, il y a deux aspects que j'aimerais bien couvrir avec vous, en tout cas sur lesquels j'aimerais m'attarder, pardon, pas m'adapter, mais m'attarder, sont notamment la torsion. Alors, on est sur un châssis qui est extrêmement rigide. Le phablet PhonePad est, encore une fois de plus, j'insiste, un produit Asus. Et le Asus est une marque qui a vraiment le souci de la qualité de fabrication. Donc, on a des matériaux qui sont bien faits. C'est de l'aluminium à l'arrière de mémoire. Un assemblage vraiment précis, il n'y a pas de jeu dans les éléments, et puis une très bonne rigidité de châssis. Donc c'est vraiment très positif. Encore une fois de plus, Asus est une marque qui a le souci de la qualité de fabrication, le souci de la conception, du détail, c'est vraiment positif. La dalle tactile est une bonne dalle tactile, elle ne s'enfonce qu'en cas de très forte pression, à savoir que si je suis en utilisation normale, jamais je n'arriverai à impacter l'écran qui est derrière, mais si j'appuie vraiment très fort, forcément vous l'avez vu, je commence à donner des petits impacts sur l'écran. Donc ça c'est pour vous donner une idée de la rigidité de la dalle. La dalle est rigide, c'est une bonne dalle tactile, mais d'un autre côté, il est tout à fait possible en cas de fort impact, donc en cas de choc, d'impacter l'écran qui se trouve derrière. Bon, avant d'arriver à ce niveau de pression, vous avez de la marge. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, cette dalle n'est pas traitée anti-casse. C'est-à-dire que si vous faites tomber un objet lourd sur l'écran, sur la dalle, donc forcément, attendez-vous à ce que ça casse, logiquement. Alors, poursuivant justement ce test, alors je vous ai évoqué l'image et le son, et bien on va tout simplement s'attarder désormais sur la qualité d'image, la qualité de son que l'on peut avoir avec ce fameux PhonePad, et notamment la dalle tactile. Alors, la dalle tactile, je vous l'ai montré pour la pression, mais on va s'attarder sur sa réactivité. Alors l'écran, c'est un écran de 7 pouces, c'est un écran IPS LCD, donc c'est une technologie tout à fait normale sur ce genre de dalle, enfin sur ce genre d'écran, pardon. Donc 7 pouces en termes de diagonale, ça nous fait 17,78 cm, donc oui, c'est un très bel écran, large, grand. Format 16 neuvième, résolution 1280 par 800 pixels, donc on est sur une dalle, un écran qui est un écran HD Ready, puisque en fait il fait plus de 720 pixels de large. Le HD Ready commence à 720 pixels minimum de côté, là on est à 800, et puis on est en dessous du Full HD qui lui est à 1020 pixels de côté minimum. Donc voilà, on est entre le HD Ready et le Full HD. Alors sur un écran de 7 pouces, une résolution qui est donc de 1280 par 800 pixels, ça nous donne une densité de pixels de 215 ppp, pixels par pouce, ou ppi en anglais, pixels per inch, avec mon très bon accent encore une fois de plus. Alors tout ça pour vous dire que on est sur un écran qui a une bonne gestion de la luminosité, du contraste et des couleurs, un grand classique, 16 millions de couleurs. Donc en termes de luminosité et de contraste, on est pas mal. Donc certes, on a un contraste qui est un peu moins profond qu'un Super AMOLED, mais ça marche très bien. En luminosité, on est pas mal loti, surtout qu'on a un mode automatique comme je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et en termes de gestion de couleurs, on n'est pas trop mal, elles sont plutôt profonde. Là, on a peut-être l'impression, alors c'est la déformation de la caméra qui vous donne cette idée-là, mais que l'image est très vive. En fait, les couleurs, non, sont plutôt profondes, elles ne sont pas excessivement vives. On n'est pas à l'hyper saturé que l'on pourrait avoir sur un écran Super AMOLED, au contraire, justement. Donc, on est sur quelque chose qui est plutôt agréable à regarder. D'autant qu'en plus, sur ce fameux PhonePad, vous avez une option qui vous permet de gérer les couleurs, en fait, de vous donner la main sur la gestion de l'intensité des couleurs, sur sa force, sur le contraste, etc. Donc vous avez cette possibilité justement de saturer plus ou moins les couleurs, de donc renforcer la chaleur, c'est ce qui est écrit ici, des couleurs. À noter que l'option qui vous permet de gérer tout ça est en anglais. Bon, après, j'imagine que vous allez vous débrouiller, que lorsque vous voyez couleur température bleu et rouge, vous savez très bien que plus vous allez vers le rouge, plus vous allez avoir une couleur chaude, plus vous allez vers le bleu, plus vous avez une couleur froide. Bon, tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi revenir au niveau de départ, le par défaut, de set to default. Donc voilà, tout ça pour vous dire effectivement que la gestion des couleurs, du contraste et de la luminosité est bonne, mais en plus vous avez un petit outil proposé par Asus directement, de base, en natif, qui vous permet de gérer justement cette fameuse gestion des couleurs, colorimétrie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc un écran qui donne un résultat tout à fait satisfaisant. La densité de pixels de 215 ppp est donc inférieure aux 300 ppp que l'on estime minimum pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. D'un autre côté, on va faire un petit test et vous allez voir qu'avec un livre électronique, finalement, on s'en sort pas mal. On est dans une lecture agréable et confortable d'un livre électronique, alors pour le coup qui sera en anglais puisque c'est un sample, c'est Alice au pays des merveilles. Alice Adventures in Wonderland, avec mon très bon accent encore une fois de plus. Et justement, lorsque je zoome sur l'écran, on va voir qu'il faut aller vraiment loin dans le mode macro pour réussir à voir les pixels. Et encore le mode macro de la caméra lâche avant qu'on arrive à voir les pixels à l'œil nu. Donc voilà, on est sur un écran, voilà, on commence tout juste à distinguer les pixels et je suis en train de forcer en mode macro
sur l'écran pour qu'on arrive à les distinguer. Voilà. Donc tout ça pour vous dire au final que oui, on a une bonne image, oui, on a une bonne gestion des couleurs. Alors je vous parle de l'image. Le mieux finalement pour vous donner une vraie idée de la qualité d'image, ça n'est ni plus ni moins que de vous donner aussi cette idée tout simplement en ouvrant un fichier. Alors je vais ouvrir un petit fichier. Alors hop, je vais chercher sur ma carte micro SD un fichier film. Vous allez voir d'ailleurs que ça va être intéressant parce que ça va me permettre aussi de vous montrer cette option qui est une fenêtre flottante qui nous permet notamment, donc non seulement, c'est une bonne option qui est proposée par Asus, qui permet notamment, alors je vais baisser le son pendant que je vous parle, qui permet d'avoir notamment cette fenêtre flottante et de faire autre chose. On est sur un format d'écran qui est tellement conséquent, finalement on peut regarder un film tout en tapant des emails ou des SMS, etc. Donc voilà, c'est vraiment la force finalement d'un si grand écran que ça, c'est de gérer du multitâche, mais véritablement en affiché à l'écran. Donc c'est vraiment un bon point. Alors, je vais accélérer dans la vidéo. En plus, je vais la passer en grand écran quand même, c'est quand même un peu plus confortable. On va passer en mode portrait. Pour le coup, vous voyez, c'est un petit bug. Je pensais qu'on arriverait à avoir le fichier en entier. La résolution du fichier est trop faible, peut-être. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'avais envie de vous montrer une belle qualité d'image. Non, c'est bon. Voilà. On va accélérer un petit peu dans la vidéo. Vous avez aussi un petit équaliseur ici. Alors, désolé. Hop, petite boulette. Hop, voilà, petit fail. Vous avez aussi ce niveau de pré-réglage qui vous permet, lorsque vous voulez modifier le son, de l'adapter, de le customiser en fait par fonctionnalité. Appareil, donc téléphone, musique, etc., etc. Mais ça va en plus d'un autre outil proposé par Asus que je vais vous montrer d'ici quelques instants, qui est des pré-sélections, des pré-réglages d'équaliseurs. Alors je gère les reflets, je suis désolé, c'est pas très facile tout ça, les conditions de tournage sont pas exceptionnelles. On va essayer d'accélérer un petit peu dans la vidéo pour avoir des images peut-être un peu plus cool. Bon, tout ça pour vous montrer effectivement que la qualité d'image est bonne. Désolé pour les reflets, finalement ça gâche un petit peu le plaisir de lecture au niveau de la vidéo. Mais on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant en termes de lecture de vidéo. Et en plus on a ce genre de petites options qui vous permet d'avoir cette petite fenêtre flottante qui vous permet donc de lire une vidéo en même temps que vous êtes en train de faire autre chose, notamment taper des emails et des SMS. Alors je vous parlais de la gestion du son. Alors on va tout simplement déjà dans un premier temps utiliser le lecteur MP3 et puis je reviendrai aussi sur l'Audio Wizard. Alors l'Audio Wizard, tout le temps, autant y aller tout de suite. Ça vous permet de gérer un certain nombre de pré-réglages au niveau sonore. Par exemple, de pré-régler votre ambiance sonore pour des films, de la musique, voilà, etc., etc. Bon, vous l'avez compris, finalement, ce sont des pré-sélections. On peut aller plus loin quand même, il y a plus de réglages que ça. Alors je vais lancer l'application qui s'appelle Play Music, l'application Google de base, qui permet notamment de de pouvoir écouter ces titres MP3. Alors le son est procuré par le haut-parleur qui, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, se trouve en bas de l'écran, mais dans l'arrondi, ici. Ce qui fait que le son n'est pas trop étouffé lorsque vous le posez sur la table. Et c'est même plutôt une bonne note, puisque le son, en fait, comme il n'est pas étouffé et comme il rebondit sur la table, j'ai comme l'impression, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, que ça a tendance à amplifier les basses. J'ai l'impression que le son est finalement un peu plus rond lorsqu'il est dans ce mode-là, avec justement une sorte de presque caisse de résonance, mais finalement il n'y a pas vraiment de caisse de résonance, mais une sorte de rebond sur la table qui donne un son un peu plus ample, un peu plus rond. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs en soi. Mais tout ça pour dire qu'au final, le haut-parleur est de bonne qualité et je trouve que son placement est assez astucieux, assez malin. Donc plutôt que de l'avoir placé bêtement à l'arrière et de ne pas l'avoir mis dans l'arrondi justement, et ce qui aurait provoqué un étouffement du son, justement Asus l'a mis dans un arrondi, donc c'est absolument pas bête. Encore une fois de plus, ça prouve que le constructeur justement a le souci du détail. Ouais, c'est vraiment un petit détail, mais ça rajoute une petite satisfaction supplémentaire. Alors je vous ai parlé d'image, je vous ai parlé du son, donc le son je vous ai parlé du haut-parleur, donc il y a deux autres moyens d'avoir du son, bien évidemment sur un objet communicant, donc un phablette ou un smartphone généralement, on a donc l'écouteur et le jack 3.5. Alors,
L'écouteur, petite parenthèse, il est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il vous donne un son qui est plus que classique, c'est-à-dire qu'en termes de conversation téléphonique, vous allez parfaitement entendre votre interlocuteur, donc il n'y a pas de critique à lui faire, il n'y a pas non plus d'avantage, de bénéfice à lui donner, c'est un écouteur qui fait bien son travail. Et aujourd'hui, ce que l'on attend d'un téléphone, c'est que justement l'écouteur fasse bien son travail. Bon, donc c'est la fonction téléphonique de base, elle est respectée. L'autre fonction qui est celle du jack 3.5, c'est la même chose, c'est tout à fait normal, on a un jack 3.5 qui marche tout à fait bien et qui en plus permet d'accéder lorsque vous êtes en écoute musicale à un certain nombre de pré-réglages. Donc comme je vous l'ai évoqué, il suffit de brancher le kit piéton et vous avez donc accès à un certain nombre de pré-réglages. Le format est donc un format CTIA pour information et non pas OMTP, par opposition à ce format chinois très très répandu chez les constructeurs chinois, 100% chinois, donc qui conçoivent, fabriquent et vendent leurs produits sous leur propre nom. Ici, on est sur un format qui est un format donc CTIA et non pas OMTP, pardon. Donc l'OMTP étant utilisé donc par les constructeurs 100% chinois. Voilà, donc en termes de qualité d'image, qualité de son, tout ça, on est sur un environnement sympathique. Enfin, on est en tout cas sur un produit qui donne une satisfaction réelle, totale. Grosso modo, c'est la force finalement du PhonePad, c'est d'être un véritable lecteur de films, un véritable lecteur de MP3, une vraie bonne liseuse, puisqu'il est possible de lire des livres, comme je vous l'ai montré avec Alice au Pays des Merveilles. Et on a donc plaisir effectivement à lire, voilà, et à tourner des pages. C'est une vraie liseuse en plus. Donc c'est un outil de divertissement. Voilà. A priori, à première vue, vous l'avez bien constaté, c'est un outil de divertissement. Alors, maintenant parlons des performances. Alors les performances, vous le savez, je les monitore notamment avec 3 applications. Alors, notamment Antutu. Alors en espérant qu'Antutu n'ait pas besoin d'être relancé en entier, sinon je vous donnerai tout simplement le score que j'avais obtenu précédemment. On va voir. Non, ça va, ça l'a gardé en mémoire. 7609 points, donc on va arrondir à 7600 points. On est clairement sur le score d'un début de moyenne gamme. Voilà. Le moyenne gamme, selon ma propre fourchette, commence à 6000 points. D'ailleurs, il va falloir que je la revoie parce qu'en 2013, voilà, on a tendance à avoir des objets de plus en plus performants, des produits de plus en plus performants. Donc voilà, on est vraiment, selon moi, au début du moyenne gamme pour un produit qui, je le rappelle, est vendu à moins de 210 €, donc qui est le prix d'un entrée de gamme. Donc voilà, en termes de performance, rapport prix-performance, en théorie, on est sur quelque chose qui est très satisfaisant. J'utilise aussi Quadrant pour monitorer donc les performances d'un phablet, d'un téléphone, d'un smartphone. Bon, pour le coup, là, le test va être un peu long sur Quadrant, donc je ne vais pas le lancer en entier. Je vais simplement vous donner l'idée du test. Alors, en tout cas, le score que j'avais obtenu précédemment, c'était 2700 points. Encore une fois de plus, c'est la même chose. On est sur le score d'un début de moyenne gamme. C'est pas foufou, c'est pas folichon, c'est pas une folie, c'est pas une bête de course, mais on est très loin d'ailleurs d'une bête de course, mais on est sur quelque chose qui tourne très bien. Alors, ces performances en termes de vélocité, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à des composants. Donc les composants sont, on va les détailler, un processeur Intel Atom qui est donc un modèle Z2420 qui est cadencé à 1,2 GHz. Alors la fiche du constructeur nous donne une information qu'il s'agit d'un simple cœur. Étonnamment, l'application que j'utilise, donc qui est CPU-Z, me dit que c'est un double cœur et arrive à calculer la fréquence sur chacun des 2 cœurs. Donc là, j'ai un peu de doute maintenant. Je me demande si la fiche du constructeur est vraiment bonne. Bon, a priori, en théorie, le constructeur connaît quand même son travail, donc spec bien ses fiches. Donc a priori, oui, c'est un simple cœur, sauf que l'application CPU-Z me dit que c'est un double cœur. Ok, soit. Donc si vous avez l'information, vous, chers visionneurs de cette vidéo, n'hésitez pas à me la donner tout simplement. Pour moi, effectivement, c'est assez étonnant sur CPU-Z sur un double cœur. D'ailleurs, la fréquence est bien calculée, l'horloge est bien calculée, mais le constructeur dit que c'est un simple cœur. Ok, soit. Le processeur graphique est un processeur donc Power SGX 540. C'est probablement ce qui permet à ce phablet de s'en sortir pas si mal que ça, parce que le processeur m'a l'air un petit peu juste, mais le processeur graphique m'a l'air tout à fait correct. Donc j'ai l'impression que finalement c'est le processeur graphique qui arrive à compenser la chose et à donner une bonne qualité d'image, à faire que les jeux 3D fonctionnent. Peut-être pas les derniers jeux 3D à la mode, les gros jeux 3D auront peut-être du mal, ça je vous le dis tout de suite. Mais des jeux comme Asphalt 7 fonctionnent parfaitement, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors pour le reste, on est sur une mémoire vive de 1 gigaoctet, ce qui est tout à fait satisfaisant. Moins, ça aurait été une grosse bêtise. Plus, c'est pas forcément utile, on n'a pas besoin d'avoir 2 gigas sur un phablet comme celui-là. Donc finalement, on est sur 1 giga, c'est tout à fait adapté. C'est selon moi un très bon choix de la part du constructeur. Alors maintenant, sur la mémoire de stockage, il faut savoir que cette phablet existe en 2 versions. En France, et plus largement en Europe, on n'a que la version 16 Go. En Asie, apparemment, ils ont aussi la version 8 et 16 Go. Donc vous voyez, on n'a peut-être pas d'appareil photo finalement à l'arrière du smartphone, phablet, mais on a quand même une bonne mémoire de stockage de base. Sachant que, petite parenthèse, sur les 16 Go de base, au final, et je vais faire un petit zoom, on n'en a que 11,72, vous le voyez ici,
internal storage. On n'en a que 11,72 qui sont réellement exploitables. Le available storage, avec mon très bon accent anglais décidément, c'est ce qui vous permet en fait de savoir ce qui vous reste comme mémoire de stockage sur le phablet. Alors pour le coup, je vous ai dit que le phablet pouvait être complété d'une mémoire de stockage externe format micro SD, c'est le cas. Effectivement, on peut ajouter une carte mémoire jusqu'à 32 Go. Pour info, j'ai réussi à faire un test avec une carte mémoire micro SD classe 10, 64 Go, et ça passe. Donc je ne dis pas que toutes les 64 Go passeront sur ce phablet, mais en tout cas, la carte mémoire de 64 Go que j'ai utilisée, classe 10, est passée. Donc ça permet effectivement de se dire que dans certaines conditions, on peut ajouter des cartes mémoire jusqu'à 64 Go. Quoi qu'il en soit, le constructeur, lui, pour être bien secure donc en anglais, vous a dit que c'était jusqu'à 32 Go. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez prendre le risque d'acheter une 64 Go et éventuellement, si c'est une petite carte pas très chère, pas de très bonne qualité, de l'avoir refusée par le phablet. Voilà, donc ça c'était pour vous donner aussi une idée des performances. Alors je ne vous ai pas montré l'autre application qui me permet de benchmarker un phablet, c'est Epic Citadel. Alors Epic Citadel, on ne va pas faire le test en entier parce que ça va être un peu long. Mais Epic Citadel va nous permettre notamment d'avoir une idée de la qualité graphique sur un jeu 3D. Alors c'est pas un jeu, c'est une sorte de démo technique qui permet notamment de tester un phablet, un smartphone et d'avoir l'idée en termes de nombre d'images affichées par seconde, donc c'est toujours intéressant. Alors il faut savoir qu'Epic Citadel donc, est une démo qui utilise un moteur graphique Unreal Engine, c'est le même moteur graphique que l'on retrouve sur des jeux comme Wild Blood par exemple, qui est un gros jeu 3D. Donc Epic Citadel me donne un score de 53 IPS, donc images par seconde, FPS. Désolé pour les reflets, hein, décidément j'insiste là-dessus, mais on a pas mal de reflets. Et beaucoup de lumière derrière, c'est un peu pénible. Epic Citadel, donc pour vous dire, c'était donc 53 IPS, donc images par seconde, ou en anglais FPS, donc frames per second. En fait, c'est le score que vous voyez ici qui est calculé toutes les secondes. Et ça nous donne une moyenne. 53, c'est très élevé, ce qui veut dire que l'image est fluide, réellement fluide. Il n'y a pas de saccade, ce qui confirme encore une fois de plus que ce phablet, ce smartphone, cette tablette est tournée vers l'usage divertissement. Très grande qualité d'image, très bonne qualité d'image, pardon, et aussi très importante fluidité d'image. 53, bah voilà, c'est dans le haut du panier aujourd'hui en termes de smartphones, tablettes et autres. Aujourd'hui, le maximum pour des smartphones ultra haut de gamme, il faut savoir que c'est 60. Et on est à presque 60 puisque je vous ai dit 53. On est largement au-dessus des 24 images par seconde minimum pour avoir une impression de fluidité. Donc ça, c'est ce que l'œil humain demande notamment pour avoir un vrai sentiment d'image fluide. C'est 24, 25 dans certaines circonstances. Bon, on reviendra là-dessus si vous en avez besoin. Si vous voulez que je vous explique ça, pourquoi le 24-25, bon, on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de 24-25 images par seconde, on estime que l'image est fluide. Là, on est à 53. En dessous, on aurait dit que c'était un low FPS, donc une image pas fluide. Donc voilà, on est mais loin au-dessus. Donc on est sur une image fluide. Donc ça, c'était pour les performances. Maintenant, la connectivité. Vous allez voir qu'effectivement, on est plus que sur une tablette. On est bien sur un phablet, smartphone, tablette, etc. Donc on est sur quelque chose qui est ultra connecté. Donc on a du Wi-Fi, bien sûr, BGN hotspot, on a du Bluetooth 3.0 A2P, on a du micro USB 2.0 qui peut aussi faire usage USB on the go, OTG. On a du AGPS GLONASS, c'est-à-dire que ce phablet utilise les deux normes de réseau satellitaire pour se localiser. Donc encore plus précis que le simple GPS ou encore plus précis que le simple AGPS tout court. Donc on est effectivement sur un vrai GPS. Vous pouvez vous balader avec ça, la localisation est précise, très rapide en plus. C'est vraiment un bon point. On a un emplacement micro SD, donc jusqu'à 32 Go de mémoire selon le constructeur. Moi j'ai testé jusqu'à 64 Go, ça passe. Et une carte SIM format micro, hein. J'insiste bien là-dessus. On n'est pas sur une carte SIM format classique, donc mini, ce qui est appelé mini par les opérateurs, ni nano, ce qui est donc le format encore plus petit utilisé sur l'iPhone 5. On est sur le format qui est né avec l'iPhone 4, qui est le format micro. Voilà, donc vous l'avez vu notamment lorsque je vous ai montré la carte SIM de l'opérateur partenaire Pritel. Voilà, donc ça c'était encore pour vous éclairer sur le format de carte SIM, ça a son importance. Hein. Faut le savoir, sinon vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau avec une carte SIM qui ne sera pas au bon format. Et là pour le coup, si vous n'avez pas le bon format, vu l'emplacement, vu le connecteur, vous êtes cuit. Hein. Il vous faut le bon format, impérativement. Alors, quand je vous parle de connectivité, il y a une notion qui est très importante et que j'aime bien évoquer maintenant depuis quelques mois déjà, qui est le DAS. Alors le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique
C'est ce qui permet en fait de valoriser la capacité qu'a un smartphone, une tablette, un phablette donc, à émettre des ondes. Tablette, je l'exclus en fait parce que les tablettes n'émettent pas d'ondes hein, par défaut, sauf quand elles sont 3G. Ici, on est donc sur un appareil qui est GSM 3G, donc forcément qui émet des ondes lorsque vous êtes en appel. C'est logique. Alors justement, ce phablette a un DAS, donc qui est, eh bien, je vais vous donner son score. Alors pour préciser ce qu'est le DAS, donc c'est la capacité d'émission en ondes donc d'un appareil lorsqu'il est en appel. En Europe, on a une norme à ne pas dépasser qui est de 2 watts par kilo. J'enfonce vraiment le clou pour être bien clair, pour vous dire quel est le score et pour vous dire quelle est la norme à ne pas dépasser. Aujourd'hui, aucun constructeur qui souhaite commercialiser un produit en Europe n'a le droit de dépasser le 2 watts par kilo en DAS d'émission au niveau de la tête. Bon, c'est une norme, ok, ça ne veut pas dire grand chose comme ça, mais c'est une norme. Si vous êtes au-dessus, vous êtes interdit de commercialisation en Europe. Si vous êtes en dessous, vous avez le droit. 2 watts, c'est vraiment une norme aujourd'hui qui est très haute. Il faut savoir que les constructeurs arrivent généralement en France en 2013 à placer des produits qui ont des DAS de moins de 1. Et dans certaines conditions, on a même des DAS qui sont aux alentours de 0,3, 0,4, ce qui sont d'excellents DAS. Donc des téléphones ou des tablettes ou des phablettes qui émettent peu d'ondes. Et là, pour le coup, on est sur le PhonePad sur quelque chose qui est très haut. Là, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le mauvais point du PhonePad, parce qu'il en fallait bien un. C'est le niveau de DAS. Le niveau de DAS est exceptionnellement élevé, je trouve, aujourd'hui en 2013. Donc il faut savoir que c'est un produit qui est sorti en 2012, certes. 2012, non, j'ai peur de dire une bêtise. Début 2013, oui, je suis en train de dire une bêtise, puisque le produit a été annoncé sur le salon MWC qui s'est tenu à Barcelone, sur lequel j'étais présent. Donc c'était en février. Hein. Donc c'est un produit qui est daté de 2013. Et alors, normalement en 2013, je vous ai dit que c'était 1 watt par kilo. Ici, on est à 1,6 watts par kilo. Donc tout ça pour vous dire, voilà, une longue parenthèse, pour vous dire qu'en dessous de 2 watts, on a le droit d'être commercialisé en France. Ce phablette a 1,6 watts par kilo, donc il a le droit d'être commercialisé en France, sauf que c'est, à mon sens, très élevé. D'autant plus élevé que normalement, voilà, on a de quoi faire un blindage de bonne qualité sur un phablette de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a de la place quand même. Hein. On ne va pas me dire qu'ici, on n'a pas de quoi faire un bon blindage. Voilà, 1,6 watts par kilo. Donc c'est effectivement un phablette qui accroche très bien le réseau, mais c'est aussi un phablette qui donne pas mal d'ondes. Vraiment pas mal d'ondes. Donc c'est sûrement le point négatif de ce phablette. Ce qui m'amène en fait à vous conseiller, si vous l'utilisez, mais ça va presque de soi finalement, de l'utiliser avec une oreillette Bluetooth. Et d'un autre côté, c'est presque l'utilisation que l'on aurait, que l'on va avoir. Hein. C'est-à-dire que ça, collé sur l'oreille, vous avez le droit. Hein. C'est-à-dire que ça marche. Hein. C'est un écouteur qui est fonctionnel et comme je vous l'ai dit, il donne une qualité de son normale. Mais ça, au niveau de votre visage, vous imaginez que c'est presque plus grand que votre... Enfin, c'est aussi grand que votre tête en fait. C'est aussi long que votre visage. C'est presque 20 cm, donc c'est presque aussi long que votre visage. Donc oui, sachez que ça couvre presque la totalité du profil de votre tête. Donc est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de l'utiliser? Peut-être pas. Donc vous allez probablement l'utiliser avec un kit piéton qui est fourni avec le phablette ou avec une oreillette Bluetooth qui n'est pas fournie avec le phablette. Donc finalement, si vous l'utilisez de cette manière, le DAS ne vous importe pas puisque vous n'aurez pas cet appareil au niveau de l'oreille, de la tête, donc de l'oreille et de la tête. Donc forcément, le DAS n'a plus d'impact si vous l'utilisez de cette manière-là. Mais sachez-le, il a un DAS de base qui est élevé, donc quand vous l'utilisez à l'oreille, le DAS étant élevé, c'est un risque potentiel pour la santé, vous le savez. Je ne reviendrai pas suffisamment sur ce DAS. C'est une norme qui est imposée par l'Union européenne. On n'a pas d'études suffisamment fiables aujourd'hui sur le DAS pour dire que c'est un vrai potentiel danger, mais par précaution, on en parle. Alors, je vous ai parlé de la connectivité, donc c'était le dernier point justement qui me permet de clore cette partie de l'analyse du matériel. On va donc passer maintenant au système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, on va tout simplement voir tout de suite la version de ce dernier. Donc les connaisseurs ont remarqué qu'on est sur un Android, ça ne trompe pas. On a notamment un menu paramètres qui ne trompe pas, c'est-à-dire que c'est organisé façon Android. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On est sur un Android qui est un Android 4.1.2, désolé pour le reflet de la caméra dans l'écran, donc 4.1.2, ce qui veut dire qu'on est sur, tout simplement, selon moi, la dernière version à jour. Alors je m'explique, aujourd'hui il existe la 4.2, il existe la 4.3. La 4.3 notamment, elle est présentée sur, je vais vous le remontrer, le Nexus 4. Le Nexus 4, il est en 4.3. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'entre ce Nexus 4 qui est en 4.3 et ce PhonePad qui est en 4.1, honnêtement, pour l'utilisateur, aucune différence. Vous ne pouvez pas percevoir ce genre de choses. Vous ne le sentirez pas. Donc, d'autant plus que Asus est un constructeur qui a appliqué une surcouche graphique fonctionnelle et applicative, sur laquelle on va revenir justement dans une deuxième étape, dans un deuxième temps. Donc, grosso modo, tout ça pour vous dire que oui, on est déjà, selon moi, sur la dernière version
à jour du système d'exploitation. Donc on est sur un Jelly Bean comme le 4.2, 4.3. Le 4.1 s'appelle aussi Jelly Bean. Donc vous voyez, ce sont juste des correctifs, on va dire, techniques, des améliorations techniques. Absolument aucun apport pour l'utilisateur. Et on est donc sur Jelly Bean, qui est un système d'exploitation performant, complet, intuitif, ergonomique. C'est Android. Donc c'est Android, et d'autant plus qu'il est personnalisable. Notamment, vous avez accès au Google Play, qui s'appelle Play Store sur le smartphone, ou enfin sur le phablet, et qui vous permet de télécharger du contenu. Alors bien sûr, c'est payant, c'est l'offre de contenu payante de Google, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que vous commencez probablement à la connaître. Je rappelle qu'Android, c'est 2/3 des smartphones vendus en France qui sont équipés d'Android en 2013, et c'est le système le plus utilisé au monde. Donc on va pas s'attarder sur Android, vous savez comment ça fonctionne, probablement. Alors maintenant, on va s'attarder par contre sur la surcouche graphique fonctionnelle et applicative. Alors graphique, on le voit tout de suite, on a un environnement qui est travaillé, on a du fond d'écran, c'est très joli, c'est très beau. On a notamment aussi donc voilà, des widgets spécifiques Asus, très beau, très classe, la météo elle est bien faite, c'est beau. On a des icônes qui ont été retravaillées, à minima, pas tous, parce que c'est-à-dire que les icônes qui sont là, par exemple, sont des icônes de base. Ce sont des icônes Android, hein, ça n'a pas été retravaillé par Asus. Par contre, quand on rentre dans le menu, on a voilà, quelques fonctionnalités supplémentaires, donc forcément des icônes supplémentaires. Voilà, on a aussi le petit fonctionnel supplémentaire que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite fenêtre vidéo que vous pouvez déplacer, donc une fenêtre flottante. Donc voilà, il y a de l'ergonomie, il y a du design qui a été retravaillé, il y a du fonctionnel qui a été retravaillé, qui a été ajouté, et on a un peu d'applicatifs supplémentaires. Alors avec des applications qui ne sont pas les plus transcendantes qui soient, mais qui sont là. On a notamment un très bon assistant de configuration qui vous permet de faire le setup initial de votre téléphone. On a Asus Splendid, donc, qui est la petite application qui vous permet de gérer en fait les couleurs, voilà, de gérer la chaleur de l'écran, la chaleur, la luminosité, le contraste, tout ça, c'est très beau. Donc Asus Story, qui est en fait une sorte de créateur de journal intime, de journal de voyage, qui est très mignon. Asus Studio, qui vous permet en fait d'avoir une sorte de gestionnaire de galerie photo et de faire quelques petites modifications très minimes. Audio Wizard, qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permet de gérer les profils sonores en fait de votre phablette. Après on a du Buddy Buzz, bon, c'est pour gérer vos aspects social media, c'est pas très intéressant. Dictionnaire instantané, ça sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très marrant. Liste rouge, ça aussi c'est intéressant parce que ça vous permet de gérer en fait une liste de personnes que vous aimeriez bloquer. C'est pas mal parce que des fois on a des numéros qui vous appellent, des 08 et autres, tout ça pour essayer de vous faire de gratter quelques euros sur votre facture téléphonique. Avec ce genre de profil, là, liste rouge, bingo, vous les bloquez. Vous les recevez une fois, vous les recevrez pas deux fois. En tout cas, ils seront bloqués. Vous avez d'autres choses comme comment ça s'appelle déjà My Bytecast. Bon, très belle application qui ne sert pas à grand chose. My Library qui permet en fait d'avoir un lecteur de e-book, donc de livres électroniques, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Alice au Pays des Merveilles. My Painter qui vous permet de faire un petit peu de retouche de photos, d'images. Sticky Memo qui permet de prendre des notes. Voilà, c'est un logiciel de post-it, vous l'avez vu, ça ressemble à du post-it. Sauvegarde d'application qui permet de faire des sauvegardes. Web Storage qui permet en fait de gérer un cloud, et notamment un cloud Asus qui est offert. Voilà, donc c'est un petit peu ce que vous allez avoir en applicatif supplémentaire. C'est pas les applications les plus transcendantes qui soient. Ça vous permet d'avoir un petit peu d'usage supplémentaire, un petit côté un peu plus fun au niveau de l'usage. Vous avez aussi un économisateur d'énergie qui vous permet notamment de gérer des profils et de gérer donc l'autonomie de votre phablette, sachant qu'elle n'est pas mauvaise cette autonomie de base. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'activer ce mode, parce que c'est un mode qui va gérer aussi les différentes connectivités, donc c'est-à-dire les applications qui ont le droit de se connecter en veille, etc. Bon, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Dans certains cas, ça peut être sympa, parce que ça peut vous permettre d'étendre l'autonomie de votre phablette à 2 jours, voire peut-être un peu plus. En utilisation, on va dire normale, sans régler ce genre d'économisateur d'énergie, il faut savoir que vous allez avoir à peu près 1 à 2 jours d'autonomie, sauf si vous êtes un gros accro aux jeux vidéo, et notamment à la vidéo. Mais dans une utilisation que l'on va qualifier de normale, avec une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, une demi-heure d'email, une demi-heure de web par jour, c'est clairement 2 jours que vous allez avoir d'autonomie avec ce fameux PhonePad. Donc, pas mal. Mais on va revenir sur cette notion d'autonomie. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu le côté applicatif. Alors il y a une chose que je voulais vous montrer, donc c'est le petit dictionnaire instantané. C'est pas mal, ça vous permet notamment d'avoir un petit dico. Alors je vais voir si je fais pas un fail, parce que normalement il y avait un petit raccourci qui se mettait sur le côté. Et je sens que je vais créer un fail. Alors, je vais essayer d'aller voir le livre Alice au Pays des Merveilles. Alors, hop, pour moi, juste le temps de faire ça. Hop, voilà. Donc on a la fonction translate qui s'est activée. Ok, voilà, ok.
Donc là, on a le petit raccourci, ok, et on va donc prendre ça. Voilà. Donc j'ai sélectionné une zone de texte. Maintenant, je lui ai demandé de me le traduire. Il me fait une recherche en cours. Bon, je pense que là, il doit être en train de rechercher. Voilà. Alors, par contre, le lecteur audio, la synthèse vocale n'est pas terrible. Mais ça traduit. Mais alors, but when I wonder when something, what latitude. Mais je me demande quelle latitude. Voilà, voilà. Ça l'a pas trop mal traduit. On va faire un autre test. On va faire Alice a appris quelque chose. On va voir. Alice avait appris donc plusieurs choses. Vous voyez, donc on peut avoir ce petit traducteur qui est offert, hein, qui est fourni par Asus. Donc ça s'appelle le dictionnaire instantané. C'est pas bête. Ça vous permet de faire des petites traductions comme ça. Quand vous avez un livre électronique en anglais, par exemple, vous voulez le traduire en français, vous avez un terme qui vous pose problème. Bah bingo, vous avez le traducteur qui est de base, qui est offert. Donc vous voyez, ça fait partie de cette surcouche constructeur, donc fonctionnelle, graphique, applicative, qui a été utilisée, créée par Asus, et qui est pas mal. Vraiment, c'est un bon point. Alors, on n'est pas dans la débauche d'effets spéciaux, c'est-à-dire que lorsque l'on passe d'un panneau à l'autre, ça reste plutôt plat, il n'y a pas d'effet 3D, il n'y a pas des feux d'artifice de partout. Ok, donc ça reste quand même relativement sobre, c'est beau, mais ça reste sobre. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que ça permet justement à ce phablet de ne pas être trop impacté au niveau de ses performances, de ne pas être trop dégradé, parce qu'on a des performances, des composants finalement qui sont ceux d'entrée de gamme, fin d'entrée de gamme, début de moyenne de gamme. Si on avait une très très grosse surcouche graphique, fonctionnel et applicatif comme certains constructeurs savent les faire, je pense que là ça aurait ramé. Là, comme on est sur quelque chose qui reste relativement léger, finalement, c'est pas mal et c'est beau et c'est ludique, c'est une bonne surcouche graphique et fonctionnelle. Alors, donc on va pas s'attarder plus là-dessus, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Personnellement, je la trouve pas mal. Bonne réussite. Alors, deux autres points sur lesquels j'aimerais arriver et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce phablet. Alors, phablet 7 pouces, on est quand même pas mal sur une utilisation qui est liée au divertissement. C'est-à-dire qu'on est là pour regarder des films, pour écouter de la musique, pour jouer à des jeux 3D. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais lancer Asphalt 7. Donc en espérant que ça passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, que je n'ai pas à subir un effet Bonaldi. Voilà, donc ça se lance. Donc bon, pendant ce temps-là, je vais continuer mon discours, mais tout ça pour vous dire, ma présentation, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est sur un truc, donc c'est un phablet, un PhonePad, qui est plutôt destiné à une utilisation, on va dire, ludique. Un écran qui permet de voir des films, lecteur MP3 qui permet de jouer à des jeux vidéo. Bon, c'est plutôt l'usage ludique, hein, finalement, qui est poussé par le phablet. Et c'est finalement un marché de particulier qui est visé avec ce genre de phablet, donc de smartphone, de produits. Malgré tout, on peut quand même en avoir un usage professionnel. Alors je m'explique. Un écran de 7 pouces, ça peut aussi servir pour envoyer des emails. Ça peut aussi servir pour taper du texte. Avec un USB on the go, un petit clavier branché, on peut taper du texte. Un mini clavier, dans le train, paf, on tape du texte. C'est aussi pas mal pour donc saisir des rendez-vous, gérer un agenda, mais surtout voir des emails, gérer le navigateur internet, gérer un navigateur GPS. Ça, en tant que GPS, collé sur un pare-brise de bagnole, c'est pas mal du tout. C'est un bel écran quand même. Ça met à l'amende tous les GPS nomades qui existent sur le marché. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est finalement un phablet qui est destiné principalement à un marché de particuliers, puisqu'il a un usage qui est principalement ludique, ce phablet. Malgré tout, ça reste un produit qui est parfaitement exploitable par des professionnels, dans le sens où en plus on a une qualité de fabrication, des matériaux utilisés qui sont bien, enfin on a un produit, je dis produit, mais c'est un smartphone, un phablet qui est bien fait, bien conçu. Performant dans une certaine mesure, parce que c'est un début de moyenne gamme, donc on n'est pas non plus à la peine, on n'a pas quelque chose qui est trop à la ramasse, hein. Et puis voilà. Alors là, c'était juste pour vous montrer un jeu 3D, donc à l'accéléromètre, vous l'avez vu. Bon, après, je vais pas être très très bon sur un jeu 3D, mais en plus, petite parenthèse, un grand écran comme ça pour jouer, c'est le top, quoi. C'est le top. Alors par contre, je vous garantis pas que les derniers jeux 3D à la mode, style Real Racing 3, donc Real Racing 3, avec mon très bon accent anglais, passent très bien sur ce phablet. Je peux pas vous le garantir parce que je l'ai pas testé. J'ai juste testé des petits jeux 3D 2012 comme Asphalt 7, et sur Asphalt 7 vous voyez ça tourne sans aucun problème. Alors je peux pas vous garantir donc que les derniers jeux 3D à la mode passeront, vous pourriez avoir des mauvaises surprises sur des jeux très gourmands, mais en tout cas avec un jeu 3D 2012 ça passe très très bien. Donc de toute façon vu l'étendue du catalogue que l'on a en termes de jeux, donc le catalogue de jeux sur le Play Store, avant de vous ennuyer, je pense que vous avez déjà largement de quoi télécharger pas mal de jeux. Donc voilà.
Donc conclusion, c'est finalement un phablette qui est destiné à un marché de particuliers, vous l'avez bien compris, mais qui peut être utilisé par des professionnels, parce que voilà, il y a quand même pas mal d'avantages, ça marche bien, c'est bien fait. Donc conclusion de cette vidéo de test. Alors si, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais quand même revenir avant de faire la conclusion. C'est primo, l'absence d'appareil photo, ça vous l'avez bien remarqué, vous l'avez bien compris, et c'est pour moi finalement un petit manque. Alors oui et non, je m'explique. Ça peut être un manque, dans le sens où si c'était un 8 mégapixels qui avait été enlevé de la version européenne, ça aurait été dommage, parce qu'un 8 mégapixels, ça peut faire de bonnes photos, surtout que là on a l'encombrement pour avoir un bon capteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ici il n'y a pas suffisamment de place pour mettre un bon capteur, hein, l'épaisseur elle est bonne. Hein. Donc, quelque part c'est un petit manque. Si on avait eu un capteur photo 8 mégapixels, peut-être que sur le prix ça aurait fait 10 € de plus en termes de prix client, ça aurait pas été bête. Bon. Après, d'un autre côté, la version asiatique, je crois, est dotée d'un capteur de 3 mégapixels, ce qui veut dire que en fait, la qualité photo de la version asiatique, elle est juste mauvaise. Vous attendez pas à des bons résultats avec la version asiatique. Donc finalement, la version européenne n'a pas vraiment de manque. Donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas de capteur photo, mais si c'était pour avoir un capteur photo qui rajoute 10 € de prix et qui finalement fasse que 3 mégapixels, bon, finalement, on n'a pas vraiment beaucoup de manque. La batterie, maintenant, autre chose, donc il y a l'autonomie de ce phablette. La batterie, donc 4270 mAh, c'est la batterie qui est équipée sur ce phablette. Vous l'aurez remarqué, on ne peut pas l'enlever puisqu'elle est sous le cache batterie qui est figé, donc le tout est figé. La seule chose que vous pouvez atteindre sur ce phablette, c'est l'emplacement de la carte micro SD et l'emplacement de la carte SIM, micro SIM, pardon. Donc c'est les seules choses que vous pouvez atteindre, le reste est figé. C'est une phablette figée. Impossible de le démonter, ou en tout cas pas pour le commun des mortels, et donc je vous déconseille de le faire. De toute façon, la batterie, bah voilà, vous n'y accéderez pas, vous n'avez pas besoin d'y accéder. Donc tout ça pour vous dire que la batterie, quand même, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, une batterie qui permet de tenir 2 jours en autonomie, c'est pas un mauvais point, c'est une bonne grosse batterie. La durée de charge, 3 heures je pense, hein, sur la prise secteur. Je vous avouerai que j'ai pas été derrière à tous les instants pour vérifier quel était le niveau de charge, mais pour moi c'est à peu près 3 heures de charge avant d'arriver à charger complètement le phablette. Voilà. Bon, côté autonomie, on est sur quelque chose qui est pas trop mal. Voilà, donc il est temps pour moi d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire clairement ce que je pense de ce fameux Asus PhonePad. Alors l'Asus PhonePad, pour moi, c'est clairement un ovni. On est vraiment sur un truc à part. C'est-à-dire que en 2013, on a estimé que les phablettes de 5 pouces étaient déjà quand même pas mal. Et d'ailleurs, on a une radicalisation du marché puisqu'on est de plus en plus aujourd'hui sur une diagonale d'écran de 5 pouces. Donc c'est-à-dire que le marché se déporte de plus en plus vers effectivement des phablettes avec écran 5 pouces. Donc c'est la nouvelle tendance marché 2013 qu'on avait déjà vu donc on avait déjà vu émerger en 2012. En 2013, on a quelques concurrents, d'ailleurs je vais vous en présenter un puisque je l'ai en test en même temps, qui est notamment le Samsung Galaxy Mega, qui est doté d'un écran de 6,3 pouces. Et voilà ce que ça donne. Donc le Samsung Galaxy Mega, qui est déjà jugé comme étant grand, vous voyez ça me fait sourire, fait 6,3 pouces, et ça fait tout petit. Ça fait tout petit dans un écran de PhonePad. Donc voilà, vous l'avez bien compris. Hein. Quand je vous dis que c'est un ovni ce PhonePad, c'est pas pour rien. C'est que vraiment on est sur quelque chose d'à part, d'étonnant, de surprenant. Et c'est pour ça que c'est finalement quelque chose qui fait sa force et quelque chose qui fait sa faiblesse. Parce qu'on est sur quelque chose à part, donc qui forcément ne va pas convenir à tout le monde, mais on est sur quelque chose à part qui est tellement à part que c'est le wow effect, c'est-à-dire qu'on est surpris par ce genre d'appareil, on est étonné, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'allume, je me dis waouh quoi, c'est une tablette qui communique, on est vraiment sur un objet à part. Donc à vous de voir, il y a quand même un inconvénient à ce genre de produit, à ce genre de PhonePad, il y a un inconvénient certain, c'est l'encombrement, c'est-à-dire que ça se met pas dans une poche, c'est-à-dire que si vous cherchez un téléphone compact, facile à glisser dans une poche, à transporter tout ça sans prise de tête, c'est vraiment pas le cas. Quand vous prenez votre PhonePad avec vous, vous êtes obligé d'avoir un sac à dos, un sac à main, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement, ou alors à moins de l'avoir tout le temps dans la main et de vous balader dans la rue avec ça, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est obligé, vous êtes obligé d'avoir un sac. Voilà, vous allez vous balader avec un sac tout le temps. Alors si c'est déjà le cas, vous n'allez pas sentir de problème, ça ne va pas vous embêter. Si vous aviez l'habitude de partir les mains dans les poches avec un téléphone dans la poche arrière, ça va commencer à vous embêter un peu. Donc voilà, le gros défaut de ce PhonePad, c'est son encombrement. L'avantage, c'est son grand écran, mais les deux sont liés. Les autres avantages, qualité de fabrication. Alors là, on est sur un produit Asus, encore une fois de plus, c'est le top. Vraiment, Asus, à chaque fois que j'ouvre un produit Asus, je suis toujours bluffé. C'est toujours bien fait, c'est toujours bien aligné, c'est bien construit, c'est solide. Bon, après, je vous déconseille de le jeter par terre, mais c'est bien pensé. Donc qualité de fabrication irréprochable. L'écran est beau. Les performances sont satisfaisante, c'est un début de moyenne gamme, ça permet de tourner des jeux 3D, on a plaisir à regarder des vidéos,
Le système d'exploitation est bon, il y a une bonne surcouche graphique et fonctionnelle. On a des petits outils en plus comme le dictionnaire, vous voyez c'est ludique, ou la petite fenêtre flottante avec la vidéo. Voilà, plein de petites choses marrantes supplémentaires, voilà. Et le prix, voilà, je rappelle, 210 € mobile, c'est un mobile nu, hors subvention opérateur. De toute façon, aucun opérateur ne le joue aujourd'hui en France. Ne l'a ajouté à son catalogue. Donc on est sur quelque chose à part. C'est sa différence qui finalement fait qu'on a quelque chose qui est attachant. C'est attachant et c'est sa différence qui aussi peut lui poser des problèmes. Voilà. Donc on est sur un ovni, c'est véritablement ce que je vous ai dit, c'est un ovni dans la téléphonie mobile. Un truc à part que je trouve vraiment sympathique et qui d'un autre côté, si je devais l'utiliser tous les jours, pourrait peut-être m'embêter à la longue parce qu'il est trop grand. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose à part. Et c'est finalement à vous de décider si c'est le genre de produit qui vous conviendra. Est-ce que finalement vous n'avez pas peur d'avoir trop d'encombrement et donc un encombrement trop important et pénible à la longue? C'est finalement à vous de le dire. Si le 7 pouces vous fait pas peur, allez-y parce que franchement vous ne serez pas déçus. Tous les points sont bons, c'est vraiment pas cher et rapport qualité-prix, performance-prix, on est sur quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment du XXL bien pricé, intéressant quoi. Voilà, donc c'est finalement à vous de juger ce qui va vous permettre de savoir si oui ou non c'est un bon produit pour vous. Vous l'avez compris, c'est finalement l'encombrement, c'est la 10e fois que je le dis. Mais vous l'avez compris, la conclusion de ma conclusion, c'est choisissez ce produit si vous n'avez pas peur de l'encombrement, parce que pour le reste, vous serez satisfait sur tous les autres aspects. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était donc la vidéo de test de l'Asus PhonePad, un ovni dans le marché de la téléphonie mobile, un smartphone phablette 7 pouces XXXXL, donc XXL au carré. Voilà, un appareil à part que j'ai eu plaisir à tester et que je vous recommande, voilà, véritablement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, sur notre chaîne, donc Top 4 Phone. Elle est aussi publiée, vous vous en doutez, sur le site Top 4 Phone. Et donc l'article test, d'ailleurs, comportera donc cette vidéo. C'est peut-être là où vous êtes en train de la regarder, ou vous êtes peut-être en train de la regarder sur YouTube. À vous de me dire. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à faire partie de nos 10 000 prochains abonnés. Pourquoi je dis 10 000 prochains? Parce qu'on est déjà à 10 000 premiers abonnés. Vous en faites peut-être déjà partie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la nouvelle tranche donc des 10 000, donc ce qui va nous permettre d'atteindre les 20 000 abonnés. On compte sur vous. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum, donc le forum de Top 4 Phone qui est accessible depuis le site, tout simplement parce que vous avez un menu en haut qui s'appelle forum, donc vous cliquez dessus, vous êtes sur le forum. Et enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Facebook et Twitter. Voilà, tout simplement. Donc vous l'avez compris, le site, le forum, la chaîne YouTube, le Facebook et le Twitter. Autant d'endroits où nous rejoindre. Commentez, partagez avec nous vos impressions et votre passion également pour l'univers de la téléphonie mobile. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.